techno, il se veut être un espace où est-ce qu'on peut échanger librement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous partager plusieurs cas de fraude qui ont eu lieu les derniers mois, tant par chèque que par virement et autres, dans des cas réels que nos confrères et nos consoeurs ont vécu. Et des moyens d'essayer de prévenir, mais juste en sachant que ça arrive, que c'est réel, ça nous met au moins sur la garde pour faire attention quand on accepte des emails, faire attention dans certaines situations. Et on va vous présenter, Maître Paquin, Marie, elle va vous présenter certaines bonnes pratiques qu'on devrait tous adopter. On travaille, surtout elle, sur ces sujets et pour nous présenter des bonnes pratiques à avoir pour éviter les fraudes au maximum sur les côtés technologiques. Et Isabelle a travaillé sur un procédurier de quoi faire en cas de fraude. Elle a été victime de fraude récemment. Elle va nous expliquer son cas personnel. Donc, elle a vécu dernièrement la situation, la difficulté, à qui j'appelle, je m'adresse à qui, je fais quoi. Et il y a un petit procédurier qui est accessible à tous, qui a été préparé pour nous aider si jamais ça nous arrive, à réagir rapidement et à nous sentir un peu moins déboussolés dans la situation. Donc aujourd'hui, il va voir avec moi, ça dit notaire en majuscule, mais c'est Maître Isabelle Couturier et Maître Maryse Paquin. Et Isabelle Couturier va expliquer les cas qu'elle a vécus. Je vais expliquer les cas qu'un notaire a vécu, il n'était pas prêt à les partager encore. Et Maître Paquin, elle va nous expliquer aussi les cas vécus par quelqu'un d'autre. Elle a eu l'autorisation pour vous les partager aujourd'hui. Est-ce que le procédurier serait dans mes outils pratiques? Isabelle, le procédurier, et je pense que oui. Et dans les sites, on a reçu dernièrement, je pense dans les derniers communiqués, qui nous disaient qu'il était accessible. Sinon, Iman, on va te demander de l'aide, s'il vous plaît. Et pour les Colette, lève la main. Colette, elle sait, il est où? Ça va bien? Oui, oui, ça va bien. Bonjour tout le monde. Oui, le procédurier est dans l'espace membre et il y a une nouvelle rubrique qui s'appelle cybersécurité. Et c'est à l'intérieur de cette rubrique-là où vous allez retrouver ce premier document-là et tous les autres qui viendront s'ajouter là, pour compléter et vous accompagner. Bon, je l'ai trouvé, Colette. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Et je vous dirais aussi, comme je l'ai dit au début, quand j'ai commencé à parler, on veut que ça soit une rencontre d'échange. Gênez-vous pas à poser des questions. C'est plus agréable aussi quand on vous voit. Je vois mon ami Nasgol, mais je ne vois pas sa face. Nasgol, mets ta caméra qu'on te voit. Et donc, c'est toujours plus agréable quand on voit des personnes que de parler à des carrés, à des carrés noirs. Donc, on est midi déjà. Sans plus tarder, je pense qu'on va commencer peut-être, Isabelle, avec ton cas. Ben oui, on peut commencer assez raide. Moi, en novembre dernier, j'ai été victime d'une fraude dans le compte Amfidécommis. Alors, très simplement, ils sont entrés dans l'ordinateur. J'ai eu le rapport complet de la firme de cybersécurité justement la semaine dernière. Alors, on sait qu'ils sont entrés au mois d'août dernier dans un des ordinateurs du bureau. Ils l'ont fait au moyen d'un courriel qui s'annonçait comme un courriel de Secure Exchange. Qui a été envoyé en disant c'est une police d'assurance pour Madame Untel. Bien sûr, le courriel était frauduleux. Ça a déclenché un cheval de Troie qui s'est installé dans l'ordinateur. Durant plusieurs jours, ils ont essayé d'avoir accès aux données. On sait aujourd'hui qu'ils n'ont pas réussi à avoir accès aux données, mais ils ont finalement réussi à capter là, les mots de passe qui étaient enregistrés, qu'on faisait avec Accéder et à entrer dans le compte Amfidécommis pour faire des transferts de fonds. Donc, c'est un transfert de fonds international qui a été fait, qui partait de mon compte pour se rendre aux États-Unis. Bien sûr, quand ça arrive, c'est la panique totale. On a été excessivement chanceux au bureau. On a vu l'écran bouger, la souris se promener et on a compris là, que quelqu'un était là, dans l'ordinateur avec le compte Intros.
Donc, très, très, très rapidement, on s'est assuré de fermer complètement l'ordinateur, mais on sait aujourd'hui qu'il y a d'autres procédures qui sont à faire pour s'assurer que ça se passe le mieux possible. Ça ne peut pas bien se passer dans ces cas-là, mais que ça se passe le mieux possible. Ce que je vais faire, je vais tout de suite vous partager là, le procédurier qu'on a fait. Parce que bien sûr, moi, quand c'est arrivé, j'ai tiré partout. Et l'appel que j'ai fait à la Chambre des notaires, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de soutien, un petit peu plus d'aide là, de la Chambre. De leur côté, à ce moment-là, il n'y avait pas là, de procédurier, il n'y avait pas de méthodologie à appliquer. On me dit qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils en ont, puis qu'il y a des syndics qui sont mieux formés pour ces cas-là. Mais quand même, on a choisi à la PNQ là, de préparer le procédurier pour que les notaires soient capables de réagir très, très, très rapidement. On arrête tout ce qu'on fait. La première chose à faire, c'est d'appeler à l'institution financière parce que très rapidement, il faut faire bloquer le compte. Moi, je vous parle vraiment d'une fraude qui s'est passée par un transfert de fonds en fidéicommis. Il y a d'autres fraudes différentes dans nos comptes Trust, mais si c'est un transfert de fonds par un accès à vos ordinateurs, il faut faire arrêter le compte Trust là, sans tarder, changer tous les mots de passe et il faut changer le compte Trust au PC, celui qui a été contaminé. Il ne faut pas le réutiliser. Alors, à ce moment-là, des fois, ça vaudrait peut-être la peine, si vous avez des bons contacts là, dans votre institution financière, de déjà savoir qui vous allez devoir appeler au moment où ça arriverait. Parce que quand ça arrive, on sait partout, on appelle, on appelle, on appelle. Mais comme c'est des grosses boîtes, pardon, ici, il y a un capteur de lumière. Comme c'est des grosses boîtes, bien, nécessairement, ça peut être long avant qu'on soit capable là, d'avoir quelqu'un qui nous prend en charge. Donc, appelez l'institution financière, le département de la fraude, si vous êtes capable de savoir d'avance où vous aurez besoin d'appeler, c'est l'idéal. Il faut appeler au syndic de la Chambre, c'est absolument nécessaire. N'ayez pas peur de dénoncer ces fraudes-là. Plus elles vont être dénoncées, plus on va être accompagné, plus il va y avoir du soutien et il va y avoir de la réaction des institutions financières et des autres partenaires pour faire bouger les choses. Là, une des choses qui est constatée, c'est que les notaires n'osent pas le dire. C'est très important de dénoncer tout de suite là, au syndic de la Chambre. Et il y a un numéro de poste là, qu'on a mis. C'est une syndic, un poste qui a été créé pour recevoir là, ces appels-là. Il faut appeler la police. Autant l'institution financière va vous le demander, la Chambre des notaires. Il faut qu'il y ait un rapport de police qui soit fait au plus vite. Vous comprendrez que vous êtes aucunement une urgence pour la police lorsque vous faites votre rapport, mais il faut que ça soit fait là, très rapidement. Nous, de notre côté, l'ordinateur a été saisi pour être gardé là, sous scellé là, pendant un certain temps. On sait aujourd'hui qu'il est resté là, près de 2 mois dans le coffre-fort, là, avec des éléments de perquisition à la police de Terrebonne et qui n'a jamais été envoyé à la Sûreté du Québec parce que c'était l'objectif au début là, avec la Chambre. Mais quand même, l'ordinateur qui a été utilisé doit être hors tension s'il n'est pas saisi. Mais il y a des grosses chances qu'il soit saisi là, sur le champ par la police. Si vous avez de la cyberassurance, bien, rapidement, il faut contacter là, les gens pour la couverture. Bien, ça va couvrir une partie de vos dépenses, ça va couvrir certains frais supplémentaires que vous avez. Ça va surtout couvrir cette police-là si jamais vous avez des données qui ont été saisies. Ce qu'on sait aujourd'hui, moi, de ma fraude que je ne savais pas il y a quelques semaines, c'est que ce n'était pas l'argent au compte Trust qui était visé à l'origine. Donc, je pense que qu'est-ce qu'Isabelle voulait vous dire, elle va revenir rapidement, c'est certain, mais c'était les données plus que l'argent dans les comptes qui étaient ciblés dans son cas. Je vais juste la contacter. Est-ce qu'elle est partie? Oui, non, elle devrait revenir en force. Puis ce qu'on sait également, c'est que si on se souvient, avec loi 25, on a une obligation, nos données sont encore plus sujets à une protection. Il faut que ça soit purgé justement pour garder les risques de fuite de données, de protection pour les clients. Mais on sait également que si on avait des données qui étaient atteintes pour nos clients, des renseignements personnels qui sont diffusés, mais dans ce cas-là, on va avoir, nous, personnellement, comme notaire, on va avoir à payer une compensation. En fait, donc, c'est un montant qui est en soi par client, je pense que c'est peut-être un 400 $, mais pensez que vous avez 10 ans de clients. Combien de clients vous faites dans une année, après sur 10 ans qui n'a pas encore été purgé? Puis si vous n'avez pas fait votre purge de 10 ans, ça commence à être très, très coûteux. L'assurance cybersécurité, c'est sûr que ce n'est pas une baguette magique, là, ça n'efface pas les bonnes pratiques qu'on doit avoir, mais ça pourrait donner un coup de pouce quand on a une compromission au niveau des données
Ça va être ça. C'est difficile à mettre en place au niveau là, de protection d'argent quand on se fait frauder, au niveau des sous qu'on se ferait frauder dans le compte en fidéicommis. Il y a beaucoup de types de fraudes qu'on peut voir dans le compte, puis il y a énormément d'exclusions et très peu de connaissances à savoir des types de couverture possibles qu'on peut y retrouver. C'est pratiquement impossible de vraiment savoir quand on fait les démarches au niveau des assureurs. On va dire, on va pouvoir te le dire si cette situation-là est couverte quand il y aura le sinistre. Moi, quand je paye, j'aime ça savoir que, bon, autant qu'avec une maison, on sait que si on a un sinistre dans le sous-sol, on a un dégât d'eau, on sait qu'on est couvert avec telle situation, pas telle, même avec notre police d'assurance communautaire. Là, c'est un petit peu plus, c'est nouveau, hein, donc c'est un peu plus. Isabelle, parfait. Fait que je pense qu'Isabelle, elle est présente. Elle est ici, je la fais rentrer. Donc, c'est ça, on pourra reparler d'assurance, mais c'est jamais la solution miracle à tout, mais c'est sûr que dans un cas, si jamais donc nos Procardex pour notaire avaient été fraudés, nos accès, mais là, oui, dans ce cas-là, ça va venir d'une grande aide financièrement. Oui, Isabelle, elle va pouvoir nous partager je sais pas aussi. où ça l'a coupé. Et ça a été coupé Ils n'étaient dans pas après les données, ils ont été au compte Trust parce qu'initialement, ils cherchaient les données. Exactement. Ce qui était recherché, là, ce qui est confirmé, là, mais ça, je l'ai su là, très dernièrement, c'est que c'était des données. Donc, c'est ça qui a une réelle valeur là, sur le dark web. Donc, nécessairement, l'assurance aurait bien protégé si c'est des données qui avaient été faites. Comme ils sont allés dans le compte Trust, on sait tous qu'on n'a rien qui couvre là, cette problématique-là. Il y a certaines polices d'assurance en cyber-risque qui vont couvrir des petits montants de transfert de fonds. Avec le courtier, là, le plus qu'on était capable d'avoir, c'était autour de 300 000 et ça donne des polices qui sont quand même assez dispendieuses. Mais le gros de ce qu'on veut protéger avec cette police-là, bien, nécessairement, c'est la problématique du vol d'informations. Et pourrais-tu nous partager, Isabelle, dans ton cas, qu'est-ce qui a été couvert, qu'est-ce qui n'a pas été couvert par l'assurance? Ce qu'on a découvert, là, ce qui a été couvert par l'assurance, c'est tout le travail qui a été fait par la firme qui est engagée. Là, ça s'appelle Cyberclan. C'est eux qui sont engagés pour les vérifications. Ils ont vérifié tous les ordinateurs et c'est là qu'on a reçu le rapport la semaine dernière, ce qui a été très, très long. Moi, je vous rappelle, l'incident est arrivé en novembre. C'est que le principal ordinateur concerné a été gardé longtemps par la police de Terrebonne. La police d'assurance que moi j'avais ne couvrait pas l'acquisition de nouveaux matériels informatiques. Donc, le nouvel ordinateur qu'on achète à la hâte n'est pas couvert. Par contre, tous les programmes qui sont mis à l'intérieur sont couverts. Après ça, tout ce qui est l'arrêt de travail. Bien, si on doit arrêter, on ne peut pas desservir les clients pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours, bien, à ce moment-là, la perte de revenus va être couverte. Par contre, si on fait comme nous, on le fait rapidement, un autre compte Trust est ouvert, puis à ce moment-là, on travaille en double puis en triple pour tout ce qui vient avec, bien, on est capable d'aller réclamer là, cette certaine portion de tout ça. T'sais. C'est sûr qu'au final, ça va nous avoir coûté plus cher que ce qu'on va être capable de réclamer. Mais la bonne nouvelle, nous, dans ce qui nous est arrivé, c'est que premièrement, l'argent est revenu au compte et deuxièmement, il n'y a pas de données qui ont été fraudées parce que ça aurait été fatal. Merci Isabelle. Est-ce que ça a été compliqué de faire tous les démarches quand ça t'est arrivé? Ça a-tu été simple? As-tu été accompagnée? Tu avais envie de te couper les veines? Tout ce qui s'est fait avec l'assureur, je dois avouer que je suis un peu biaisée. Le courtier d'assurance, c'est mon meilleur ami. Donc, j'ai été pris en charge super, super bien là, par mon courtier. Le Cyberclan, eux, ils ont rappelé ceux qui s'occupent, là, qui est la compagnie engagée par l'assurance pour s'occuper de l'incident informatique. Eux, ça a été les plus rapides. C'est arrivé le soir, ils ont appelé. Moi, je sortais du bureau, là, ils appelaient. Ça, c'était eux, ils sont excessivement rapides. Tout ce qui est la police et tout ça, c'est excessivement long. À la Chambre des notaires aussi. On nous a dit dernièrement qu'à la Chambre, là, ils étaient plus outillés, mais je pense qu'il faut comprendre qu'il faut les appeler, il faut aviser, mais il ne faut pas attendre trop parce qu'il y a peu de choses qu'ils peuvent réellement faire pour nous aider. Donc, c'est pour ça que nous, on a choisi d'avoir une espèce de procédurier express. Bien, ça arrive, on appelle où? On fait tous ces appels-là, on s'occupe de ça en priorité pour être capable d'aller plus vite parce que le syndic de la Chambre a quand même une responsabilité de vous dire qu'il faut remettre les sommes au compte, ce qui n'est pas toujours évident. Moi, ça restait une somme très importante, mais faisable. Mais si c'est 4 millions, ben
assurément que personne ne peut le remettre au compte. Donc, à ce moment-là, il y a tout ça qu'il faut se poser là, comme question. Merci Isabelle. Est-ce que quelqu'un a des questions pour Isabelle? Dans le chat, je vois juste une. On demandait comment s'appelle la firme qui est intervenue. Ça, c'est le Cyberclan. OK. C'est la firme qui était directement engagée par mon assureur. Et de mon côté, je vais vous expliquer le cas d'une notaire. Donc, en fait, lors d'une transaction, Maître Bellefeuille. Oui, je voulais savoir au niveau des assurances que vous aviez prises, c'était une cyberassurance que vous aviez? Oui, moi, j'avais une cyberassurance que j'avais prise directement auprès de mon assureur là, en dommages. Donc, le même assureur là, qui couvre là, tout le bureau, ces choses-là. Donc, c'était une police qui coûtait, là, pour vous donner des idées, là, ça coûte à peu près 1 700 par année. Ça fait quand même là, 2, 3, presque 5 ans, moi, que j'avais cette police-là. Puis, ce que ça aurait couvert, c'était jusqu'à 250 000 pour le vol de données. Là, ça couvre une grosse partie là, des frais, mais ça ne couvre pas tout. Et on a Maître Bouali. M'entendez? Oui. Parfait. Merci pour vos explications, Maître, vos démarches, pour votre stress. Moi, écoutez, je vais faire une remarque générale. Une réflexion. Ça fait 35 ans, je suis notaire, et puis le fait d'avoir un compte in trust ne va jamais causer de stress. Jamais. On gère ça comme il faut, on tient ça serré, on fait ce qu'il faut, on respecte les règles, les normes, les règlements, et tout d'un coup, on est complètement ailleurs. On se fait dire par la Chambre des notaires, écoute, soyez prudent, vérifiez votre compte tous les jours, soyez très prudent. Que je sois prudent ou non dans la gestion de mon compte in trust, si j'ouvre ça un matin puis il y a 1 million qui est disparu, le résultat va être le même devant le constat de la catastrophe, c'est-à-dire que je suis personnellement responsable de la situation. Écoutez, il y a quelque chose là-dedans qui est d'une indécence en ce qui me concerne, indescriptible, qu'on soit tous et toutes ici personnellement responsable à gérer tout ça, à prendre, je suis sûr que vous prenez tous et toutes les moyens, les meilleurs moyens pour gérer votre compte in trust, mais on n'est jamais à l'abri de la catastrophe. Moi, là, moi, je verrais là, un seul compte in trust, là, géré par la Chambre des notaires. Et puis, si une catastrophe, une cyberattaque, un vol, bien écoutez, notre ordre professionnel avec de la main gauche et de la main droite, le gouvernement qui serait l'assureur de tout ça. Et on aurait de belles polices d'assurance avec tous les intérêts générés par nos comptes in trust. Ça ferait une belle petite réserve pour compenser les notaires ou renflouer les clients qui se sont fait voler, mais continuer à avoir cette responsabilité-là sur les épaules personnelles de chacun. Je trouve ça indécent. Moi, c'est une source de stress qui est quotidienne. Je pense qu'il n'y a personne maintenant qui peut ignorer le fait que tout d'un coup, il y a de l'argent qui disparaît de nos comptes in trust. Moi, si vous permettez, je vais vous raconter ma petite histoire à moi, si vous permettez, qui est arrivée il y a un petit peu de temps. Je me rappelle en janvier, je pense que c'était le 3-4 janvier 2020. Je ne sais pas quelle idée qui m'a passé par la tête. J'ai commencé l'année, je ne savais pas trop quoi prendre pour commencer l'année. J'ai dit, tiens, je vais faire la conciliation de mon compte in trust du mois de décembre 2019. Quand ça fait 30 ans que tu fais ça, tu te regardes sa balance, c'est correct, on passe à autre chose, mais quand ça fait 3 fois, puis 4 fois que tu fais ta conciliation, puis il n'y a rien qui marche, là, tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un courtier immobilier que je nommerai pas, qui est Royal Lepage, qui m'encaissait un chèque de commission 2 fois. 18 décembre, 24 décembre. Moi, là, un chèque encaissé en double, pour moi, c'était une légende urbaine. C'est comme, non, ça n'arrive pas, ces affaires-là. Mais ça m'est arrivé. J'ai appelé la Chambre des notaires. J'étais un petit peu, qu'est-ce que je fais, là? J'appelle Royal Lepage, parle au comptable. Le comptable dit, écoute, c'est l'erreur de votre
de votre banque, notaire Boily. Votre banque aurait dû voir passer les 2 chèques. Non. Je considère que c'est toi le coupable. Tu as encaissé mon chèque 2 fois, tu as posé le geste 2 fois et tu me dois de l'argent. Je me suis battu avec eux sans succès. J'ai appelé à mon institution financière, qui est Desjardins, pour expliquer la situation. Et j'ai appelé à la Chambre des notaires du Québec pour leur dire, écoutez, je vous explique ma situation. Un chèque encaissé en double, je pensais que c'était une légende urbaine, mais ça arrive. Ça m'arrive à moi. Moi, je me suis fait répondre par la Chambre des notaires, pourquoi vous nous appelez? On n'est pas la police. C'est la réponse que j'ai eue de mon ordre professionnel. Alors, écoutez, et on m'a dit aussi, Maître Boily, on vous rappelle une règle là, importante. J'ai dit, j'ai dit, attendez un peu là. J'ai dit, allez-vous me dire que je dois combler le manque avec mes avoirs personnels? Ils ont dit exactement. Et ça, c'est la plus grande indécence qu'on peut imaginer, parce que l'article qui nous oblige à ça, c'est un article qui date du temps où il n'y avait pas d'Internet. Et on disait, si tu es un notaire qui a fraudé, qui a diverti des sommes de mauvaise foi dans ton compte InTrust, ben tu vas combler ça avec tes avoirs personnels. Là, tout d'un coup, cet article-là est l'ingrédient qui sert à toutes les recettes. C'est-à-dire, tiens, si les notaires sont victimes d'une cyberattaque et se font voler des fonds, on va sortir l'article, on va dire, tiens, gardons ça, on va l'appliquer à cette recette-là, comble avec tes avoirs personnels. Donc, écoutez, mon histoire a fini par se régler avec ma caisse qui a annulé un des 2 chèques. Mais pendant un bout de temps, là, tu te dis, quand on est le 24 décembre, quand tu es rendu au mois de janvier, tu te dis, si ce chèque-là est passé 2 fois, lequel de mes autres chèques n'est pas passé? Parce que il est passé le chèque 2 fois. Donc, tu as un manque à gagner ailleurs. Heureusement, il n'y a pas eu de dommages. J'ai pu récupérer ça. Puis je pense que ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai fait ma conciliation le 3 janvier 2020. Parce que si j'avais attendu le délai réglementaire du 21, j'aurais été faite. OK? Parce qu'il y aurait des dommages qui auraient été causés. Donc, encore une fois, je me retrouvais seul, personnellement, à régler tout ça, à combler tout ça, puis à vivre avec tout ça. Alors, je vais fermer la parenthèse, je ne veux pas prendre plus de temps, mais il y a quelque chose qui est rendu, je me répète, indécent dans tout ça, à nous voir tous et toutes responsables personnellement de la situation. J'arrête là. Merci, M. Boily, puis on est tout à fait d'accord avec vous. Souvent, dans les discussions, je dis à mes collègues, on peut pratiquer, on a une assurance responsabilité. Un jour, on se trompe, on a un filet de sécurité. Mais là, dans les cas de compte InTrust, on se trouve comme des kamikazes, là, à pratiquer sans filet de sécurité. Il y a plusieurs personnes qui demandent, Isabelle, comment l'argent a pu être remboursé dans les comptes InTrust. La vérité, c'est que je ne saurais jamais la vérité. Moi, quand c'est arrivé là, avec Desjardins, on était en contact avec le centre de fraude. C'était long avant que quelqu'un réagisse là, dans notre dossier. Et moi, je fais du commercial. J'ai des clients qui pesaient quand même assez lourd chez Desjardins. Puis la journée qu'ils ont dit, est-ce que vous allez vous occuper d'elle? Parce que c'est quand même important. Si son argent n'est pas en sécurité, ça veut dire que c'est la nôtre. Et 2 heures après, j'avais un appel de Desjardins qui disait que l'argent avait été intercepté et remis au compte. La vérité, je ne sais pas. Je ne sais pas si Desjardins... Il y a certaines personnes chez Desjardins qui m'ont dit que Desjardins avait des assurances, que ça pouvait avoir passé là-dessus. Est-ce qu'ils l'ont vraiment intercepté parce que c'est un transfert de fonds vers les États-Unis? C'est possible qu'il ait été intercepté. Mais pour vrai, je ne le saurais jamais. Puis c'est ça qui m'a atteint profondément. Parce que j'ai eu besoin de demander à un client, peux-tu faire quelque chose? Pour finalement avoir de l'aide chez Desjardins. Puis, autant à la Chambre des notaires, moi, j'avais parlé à une syndic qui était très empathique, là, mais qui n'avait aucune solution, aucune marche à suivre, autre que me dire, bien, vous savez, il va falloir penser à remettre l'argent. Je rappelle que c'est 231 000 à ce moment-là. Fait que tu te poses quand même la question... Comment, où, puis je le fais-tu vraiment? Tu sais, je la remets dans le compte. Et
j'étais pas satisfaite de la réponse de la Chambre. Alors, je suis passée par mon associé Marc, qui lui a remonté un petit peu plus haut dans la Chambre des notaires pour que finalement, par magie, je reçoive un appel là, d'un syndic plus haut placé là, à la Chambre des notaires le lendemain. Fait que moi, comme notaire, j'ai pas de poids à la Chambre, j'ai pas de poids chez Desjardins. A fallu à chaque fois que j'utilise mes contacts pour qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est ce qui m'horripile le plus de cette situation-là. Parce que je me dis, on est laissé à l'abandon, puis on n'a aucun poids comme notaire quand on pose une question chez Desjardins et qu'on veut savoir sont où les sommes. Là. Pour eux, c'est comme s'il n'y a pas d'importance. À la Chambre des notaires, ben, ça ne les regarde pas parce que ce n'est pas l'argent du public. C'est drôle, moi, je pensais que ça l'était. Fait que, ce qui m'a amené à appeler François à la PNQ de dire qu'il faut absolument qu'on essaie de bouger. Puis moi, je n'ai pas de problème à diffuser mon message, à raconter ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas fait d'erreur. Il y a quelqu'un qui est rentré dans notre ordinateur. On ne pouvait pas savoir. On nous a tout confirmé ça, que c'était vraiment un stratagème qui était fort impressionnant. Donc, je n'ai pas de faute. Donc, je veux que les notaires soient au courant. Je veux qu'ils aient des outils. Puis je veux qu'ils puissent là, réaliser à quel point là, on est pris en otage. C'est ça. Les prochains droits de parole est pour Maître Dubé, Nathalie. Ben, ça ne sera pas long, Dr. Denis a besoin. J'ai deux petites questions. Première chose, j'aimerais dire que je suis un peu d'accord avec le notaire Boily, c'est de nous mettre beaucoup de responsabilités sur les épaules qu'on ne devrait pas avoir. Je veux dire, on a tous viré avec des firmes de sécurité informatique qu'on paye un prix de fou. Puis je suis sûre que je ne me rappelle plus du nom de la collègue, Maître Couturier a investi dans les mêmes choses, puis elle s'est fait avoir pareil. Je ne comprends pas que cette obligation-là soit encore existante. Je doute même que les avocats aient autant de contraintes avec leur content trust qu'on en impose aux notaires. Puis la question devra se poser parce que demandons-nous pas pourquoi il y a de moins en moins de notaires en pratique qui veulent être assermentés et pratiqués en milieu traditionnel, tout simplement parce que le contexte est tout simplement invivable. Mais là où je voulais en venir, c'est que, forte de votre expérience, Maître Couturier, est-ce que la PNQ a été réceptive? J'ai manqué le début, je m'excuse, peut-être que la réponse a été donnée. Est-ce qu'il y a un document ou un procédurier qui a été établi qu'on peut bénéficier de votre savoir pour être sûr d'aller chercher les appuis qu'il faut, même si je comprends de vos propos que la Chambre des notaires s'en fout, que l'institution financière s'en fout, puis que finalement, nous autres, il faut se retourner de bord puis réhypothéquer tout ce qu'on a, puis trouver de l'argent qu'on ne peut pas imprimer pour combler ce couvert-là qui peut durer encore longtemps quand même. Oui, si vous allez sur le site Internet de la PNQ, dans l'espace notaire, il y a un onglet cybersécurité qui a été créé. Et là, vous avez le procédurier d'urgence parce que là, on le fait le plus simple possible. Là, il faut comprendre que quand ça vous arrive, là, 1 + 1 se fait plus 2. Donc, à ce moment-là, il y a une liste courte là, de où appeler des procédures à faire. Mais avec les numéros. Aussi... Avec les numéros de téléphone et tout. Ici, là-bas. Mon Dieu, merci. Oui. Et ben, c'est sûr que moi, je suis un petit peu entêtée. Donc, moi, j'ai vraiment insisté, mais je n'ai pas eu besoin d'insister longtemps là, pour que l'équipe à la PNQ réagisse puis qu'on puisse travailler ensemble. Puis je sais qu'il y a aussi là, des procédures là, qui sont entamées par l'association pour rencontrer là, le président de la Chambre, le directeur général, là, pour voir de quelle façon, tu sais, pour collaborer avec eux. Moi, je pense qu'ils ne peuvent plus là, se laver les mains sur cette question-là, mais définitivement, il faut leur amener les expériences de notaire puis les pousser un peu pour voir comment ça pourra changer. Est-ce que ce sera une forme de police universelle qu'on aura accès tout le monde pour pouvoir s'assurer qui pourrait couvrir éventuellement cette problématique-là? Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'assurance qui couvre vraiment ça. Moi, le plus haut qu'on a vu avec le courtier, si vous avez manqué ça tantôt, c'était autour de 300 000. Bien, moi, 2 jours avant la fraude, il y avait 37 millions dans le compte. Tu sais, s'il l'avait pris. Puis là, je présume que vous avez une firme de sécurité informatique aussi, là. Bien, moi, la firme de sécurité informatique a été engagée par ma cyberassurance. C'est eux qui ont pris tout ça en charge.
Mais je veux dire, avant là, de subir votre incident, là, je présume que vos ordinateurs et tout ça, vous avez Oui. un technicien informatique, une firme qui s'assure Oui. de la sécurité de vos postes, puis de monter un mur de Babel, une muraille de Chine autour de tout ça, là. Puis la bonne nouvelle, c'est que moi, je suis avec le logiciel ProCardex. Je ne peux pas parler pour les autres. Moi, j'ai ProCardex. Et ils n'ont jamais été capables de craquer l'entrée dans le logiciel. Fait que ça, c'est une super bonne nouvelle. Parce qu'assurément, ce qu'ils voulaient, c'était des données et non de l'argent. C'est comme si l'argent, ça a été, bof, on n'a pas accès aux données, donc on va passer par l'argent. Parce qu'il faut savoir que les vols d'argent, on va laisser beaucoup plus de traces, inévitablement. Donc, ça, c'est toujours leur plan B et non le plan initial, là, selon ce que j'ai appris cette semaine là, du cyberclan. Donc, oui, moi, j'avais déjà un technicien informatique qui s'occupait de moi, mais le cyberclan est allé 1000 fois plus loin dans les rapports. Puis là, ça me permet de dire que si quelqu'un, la semaine prochaine, dit « Moi, j'ai été victime d'un vol de données suite à votre incident », j'ai un rapport qui prouve que non. OK. Ce qui me protège. Là, on a Maître Voily, Merci. mais petite courte qu'on passe au prochain sujet, s'il vous plaît. Écoutez, le fait qu'on se fait répondre que l'argent qui est dans nos comptes Intrust, ce n'est pas l'argent du public, ça ne la passe pas. OK? Ça, c'est mon compte Intrust. Il y a mon nom dessus et ce qu'il y a dedans, c'est l'argent de mes clients. J'arrête là-dessus. Je voulais juste vous mentionner mon histoire du chèque encaissé en double. Imaginez quand on partage un compte Intrust. Quand tu as 2 ou 3 notaires qui sont titulaires d'un même compte, il y a un problème qui arrive à un de ces notaires-là et tu as un chèque qui, comme dans mon cas, est encaissé en double. Quand c'est ton collègue ou ta collègue qui fait un chèque de 900 000 $ à la Banque Royale pour rembourser une hypothèque, et c'est ce chèque-là qui ne passe pas parce que moi, j'ai été victime d'un encaissement en double, écoutez, le petit quotidien, là, les petits bonjours amicaux, là, ça va bien ce matin, c'était non, viens t'asseoir, là, on a une urgence, puis une urgence nationale, on arrête tout parce que ce qui est arrivé m'a causé des dommages. Moi, là, j'ai eu une jeune associée pendant 10 ans et la première chose qu'elle m'avait dite à l'époque, c'est « On va sûrement utiliser le même compte Intrust ». J'ai dit « Non, on va chacun avoir son compte Intrust ». Et quand ça m'est arrivé, cette chose-là, je me suis dit, OK, je suis peut-être tout seul avec mon problème, mais ça ne fera pas de cascade sur la tête de quelqu'un d'autre pour causer des dommages à ma collègue. J'arrête là. Ou vice-versa. C'est un point, justement, Maître Voily, que moi, je voulais aborder. Justement, donc, il y a une mesure là où on doit être très vigilant. Il faut vivre en hypervigilance. On va vivre sclérosé par le stress, c'est certain. Mais avoir un compte Intrust aujourd'hui partagé avec plusieurs notaires, c'est une réelle préoccupation. C'est pas le notaire, sans qu'il soit fautif, sans qu'il ait fait une mauvaise action, il y a tout ça qui existe en parallèle. Mais on peut avoir vraiment donc un cas de fraude qui va venir faire jouer notre responsabilité. Je vous invite tout le monde donc à écouter le cas que Lorena va nous parler, mais visualiser cette situation-là avec un compte conjointement partagé avec un autre notaire. Je pense qu'on va tous faire des petits appels à notre institution financière pour réévaluer. Moi, je suis une grande... on va prôner maintenant donc les comptes individuels. Donc, c'est des choses. Faites juste garder en tête l'idée d'avoir un compte conjoint. Si ce notaire-là ou cette notaire-là avait eu un compte partagé, regardez l'ampleur, qu'est-ce que ça peut donner. Donc, je vais y aller. Je commence juste par répondre à Maître Marquis qui demande si on est plus à risque si on se connecte sur notre compte Intrust avec notre cellulaire. Et on est beaucoup plus à risque. Ça, il ne faudrait jamais le faire. Et pourquoi? Entre autres, disons que j'y vais à Desjardins sur mon ordinateur et j'ai un deuxième facteur d'authentification qui est un texto qui rentre dans mon cellulaire. Si on se fait hacker ou doubler la puce de notre cellulaire ou quoi que ce soit, là, ils ont accès à tout. Donc là, il y a les emails qui rentrent dans les cellulaires, tout est là-dedans. Donc, non, il ne faut jamais Moi, je vais tempérer son compte ce commentaire-là. Moi, je vais le tempérer, là, mais on pourra rentrer ou se faire une capsule cellulaire, là, mais il y a des choses qu'on peut faire, mais sans que, surtout des iPhones ou même des nouveaux iPhones, mais c'est vraiment complètement une autre longue présentation. Là. Ben, Marie, si tu me permets juste de boucler, là, oui. Aussi, ce qui est arrivé, nous, dans notre histoire, c'est qu'avec Desjardins,
assurez-vous que votre système vous demande tout le temps la double identification parce que apparemment que ça serait réglé et je dois dire que là, nous, on ne le voit plus de cette façon-là, mais au mois de novembre, quand c'est arrivé, bien, si on utilisait toujours le même ordinateur, Desjardins ne vous demandait pas si vous vouliez retirer la double identification, il le retirait par lui-même. Alors, nous, un beau matin, on n'a plus eu à avoir la double identification. On ne s'est pas cassé la tête à ce moment-là, puis c'est comme ça qu'on a créé une brèche puis une porte d'entrée. Donc, avec toutes les banques, c'est possible d'avoir une double identification. Il y a des protections supplémentaires. Maryse va sûrement aborder tout ça, mais à la base, il faut qu'il y ait une double identification. Oui. Là, j'y vais avec les cas. Donc, je vais vous raconter, il y a une notaire lors d'une transaction immobilière normale. Donc, on fait une vente et cette notaire-là, elle fait ses paiements par virement SWIFT. Elle fait sa vente, elle communique avec son client pour demander au vendeur un spécimen de chèque. Donc, le notaire reçoit un spécimen de chèque par courriel de son client. Le client s'était fait hacker l'email. Donc, en fait, il y avait un hacker qui était en contrôle du compte email du client et qui avait créé comme un faux compte pour le notaire aussi. Donc, il contrôlait tout ce qui rentrait et sortait du compte client. Et le notaire, il termine sa transaction, il la publie, il s'en va faire son virement avec toutes les sécurités, security token, rentre dans son compte comme il faut. Donc, tout est parfait par SWIFT, qui est censé vérifier que les noms concordent, etc., etc. Lui, il fait son transfert. Et à un moment donné, quelques jours après, reçoit un appel de son client vendeur qui lui dit qu'il n'avait pas reçu les sons. Et donc, l'échec qu'il a reçu, ce n'était pas l'échec du client. C'était un chèque, en fait, c'était même pas, le destinataire n'était même pas le nom du client, même si la notaire a rentré les noms, je ne sais pas, Pierre Tremblay, avec l'adresse à Pierre Tremblay, les informations qui apparaissaient pour les numéros de compte. Le SWIFT a été fait, l'argent a été déposé dans les comptes à quelqu'un d'autre. Et là, on parle d'une vente. On sait les ventes qu'on fait, c'est rarement, ben, il y a des condos à 300 000 là, mais on fait beaucoup de ventes plus d'1 million de dollars. Et même cauchemar qui s'appelle un peu, il faut remettre l'argent dans les comptes Trust. Et c'est la faute à qui? C'est la faute à la banque qui n'a pas vérifié qu'il y avait concordance. Le notaire, lui, il n'est pas fautif. Et de ce que je comprends, il avait même parlé au téléphone au client pour confirmer les informations qui se trouvaient dans l'échec, puis avait reçu un autre email de son client vendeur en confirmant que toutes les informations étaient correctes. Et donc, c'est un notaire qui n'a pas commis aucune faute. Là, je garde en tête qu'est-ce que notre collègue Maître Boily disait tantôt. Et il a été parfaitement prudent. Il a fait une transaction avec tout ce qu'on nous demande pour que la transaction se passe bien quand on fait notre virement. Et l'argent s'est retrouvé chez quelqu'un d'autre. Et je suis d'accord que l'article des lois, c'était pour les notaires qui fraudaient. On ne voulait pas le dire comme ça, mais des notaires qui allaient piger dans les comptes, etc. Je ne crois pas que dans le temps, il était prévu qu'on pouvait être victime de fraude. Qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, et je pense qu'Isabelle l'avait dit tout à l'heure, et ça nous arrive et on a peur, on a une espèce de honte, même si on n'a rien fait de mal. Je suis certaine qu'il y a beaucoup plus de cas de fraude que ceux qui se rendent au syndic, mais je pense que si tous les notaires dénonçaient et qu'ils prennent la mesure de la réalité, la gravité de la situation, ça pourrait aider à que des mesures adaptées à ce qui arrive de nos jours soient prises. Mais c'est ça, la notaire dont je vous parle, c'est des quantités qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas aller combler dans les comptes Trust. C'est encore en cours à voir qu'est-ce qui peut être fait ou pas fait, mais ce n'est pas une responsabilité qu'on devrait avoir sur nos épaules. Par contre, ça existe. Donc là, une fois que ça existe, qu'on a des cas, que ça arrive, il faudrait voir ce qui peut être fait ou quelles sont les possibilités pour protéger les notaires, sinon un peu comme notre collègue Maître Dubé disait, où est l'intérêt d'avoir un compte Trust, où est l'intérêt de faire transiger des montants dans nos comptes en fidéicommis. Oui, Maître Briand.
Vous aviez une question, Maître Michel? Bonjour. Donc, Oui. dans le fond, il faudrait aller voir plus souvent. Peut-être aller voir vérifier notre compte en fiducie. Peut-être, au lieu d'y aller en début de journée, en fin de journée, y aller 4 fois par jour pour être sûr que tout est correct. 5, 6 pour les plus anxieux. Puis là, quand ils nous demandent d'envoyer des spécimens de chèques, là, ça leur prend un spécimen de chèque dans notre comptabilité en fiducie, là. À ce temps, tout s'envoie par courriel, puis on ne sait pas à l'interne s'il y a des fraudeurs ou des choses. Même pour les institutions financières, là, on n'a pas le choix d'envoyer ça. Est-ce qu'il y a moyen de dire on n'envoie pas ça par courriel ou pour pas que ça circule, les informations? Ça, c'est un point qu'on est en train de travailler, mais en principe, ça fait longtemps qu'on nous dit de ne pas faire circuler. On peut toujours envoyer des coupons à 6 paiements pour se faire payer. Et Pour là, les on particuliers, dévoile. mais les institutions financières, là, c'est rare qu'ils vont... C'est qu'à un moment donné, comme vous dites, il y a certains cas qu'on n'a pas le choix, mais les cas du notaire que je vous racontais en plus, même si vous regardez cette fois son compte e-trust, c'est un chèque qui s'est fait frauder. Je vais vous raconter la même chose est arrivée. Ça n'est pas arrivé parce que c'était comme après, puis on est toutes de plus en plus sensibilisés. Maître Bibeau, à la PNQ, reçoit un email de Maître Houle, donc le président, notre collègue Kevin, qui lui dit, s'il te plaît, François, change mon compte pour les paiements des jetons de présence. Et il s'était déjà parlé sur le sujet, donc François, il s'en va changer ça. Puis à un moment donné, il dit, ben, écoute, je vais l'appeler Kevin. Donc là, il appelle. Bonjour Kevin, est-ce que tu m'as envoyé un spécimen d'échec pour changer de telle institution? Kevin dit, mais non, pas du tout, je ne t'ai rien envoyé là. Et donc l'email avait l'air parfaitement d'un email que Kevin aurait pu envoyer. Là, il regarde bien, ce n'était pas exactement son email, mais c'est ouvert à notre compte Outlook. Là. Et donc, ils y vont partout. Donc, cette fois-ci, ça a bien été. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on le fait maintenant parce qu'on paye par virement constamment. Moi, les doubles encaissements d'échecs, je l'ai vécu. Ça, quant à moi, c'est le client qui est un fraudeur par la faute du notaire, mais bon. Et double encaissement d'échecs, chèque fraudé envoyé par la poste, je l'ai vécu. Donc, moi, j'essaie de faire le moins d'échecs possible et de payer par virement le plus souvent possible. Donc, maintenant, ils doivent amener au bureau leur spécimen d'échec quand ils viennent aux transactions et quand ce n'est pas le cas parce que mon client est en France, il faut en plus que je les contre-vérifie au téléphone. Mais si on pousse plus loin avec l'intelligence artificielle, il pourrait être en train de m'appeler avec la voix de je ne sais pas qui et je ne sais pas c'est qui. Donc, les risques, il est réel, il existe. Il faut plus prendre toutes les précautions possibles, mais même si on les prend toutes, ça peut arriver. Il faut qu'on nous offre une solution qui est réelle et qui fasse en sorte qu'on n'aille pas à pas dormir. Moi, je me souviens, après un des derniers cas de fraude, je suis partie à Noël avec mon laptop pour regarder mon compte Trust à tous les jours. Là. Donc, j'étais en vacances en train de regarder à tous les jours ce qui s'est passé dedans pour être certaine que je ne me faisais pas frauder pendant ma semaine de vacances. Ça ne fait pas du bon sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par ici, toute demande des fonds, dans mon cas, est envoyée par courriel sécurisé. Et demande des fonds est envoyée par courriel sécurisé via paramètres avec double authentification. Et l'affaire, c'est qu'une fois que le client a nos informations, qu'est-ce qu'il fait avec? Même chose pour la banque. Est-ce qu'il y a des fraudeurs dans la banque? En parlant d'autres cas de fraude, on a un collègue qui a posté dans les réseaux dernièrement qu'elle avait remboursé une banque par Purolator, puis le chèque s'est fait frauder en remboursement d'hypothèque envoyé par Purolator. Donc, semble-t-il que dans les bureaux de tri de Purolator, il y avait quelqu'un qui a décidé d'embarquer avec d'autres dans la fraude, puis... donc, c'est même plus juste quand je le mets dans les bureaux de poste au coin, ça peut être fraudé n'importe quand. Je regarde mon compte à tous les jours, même la fin de semaine et en vacances. Rosanna, ben, comme moi, mais c'est quand même fou. Et ben, Vanessa qui demande c'est quoi la solution? Une assurance cyber. Ben, ça ne couvre pas tout non plus.
on devrait l'avoir dans ma tête, ça devrait être offert à tous, un peu comme l'assurance responsabilité, sur les mêmes principes, tous ensemble est obligatoire pour que ça soit efficace, là. La question juste aussi, Lorena, qui demande est-ce que la PNQ va s'en occuper? Il y a 5 ans, la PNQ avait un programme qu'on n'a jamais été capable de lancer parce qu'on n'a pas eu assez d'adhérents. Il y avait des kiosques qui avaient été faits au cours de perfectionnement. On hésitait les notaires. À ce moment-là, le coût de l'assurance, parce qu'on avait un bon bassin, était très, très faible. Donc, la PNQ va assurément pas se relancer dans un programme comme ça parce que, compte tenu qu'on est peu de notaires au Québec, la seule solution, c'est que ça soit un programme qui vienne de la Chambre et qui soit là imposé aux notaires parce que sinon, les notaires de leur propre gré n'adhèrent pas. Donc, assurément que ça, c'est pas un modèle qui va pouvoir vraiment découler là, des associations, mais plutôt là, à la source avec notre programme d'assurance professionnelle, ça risque d'être beaucoup plus efficace. Lorena, ton micro est coupé. Je disais maître Boily. Merci, Marie. Argent du public, protection du public, le coût de cette protection-là va être assumé par la Chambre des notaires en entier, que ce soit des polices d'assurance cyber, qui est les intérêts générés, comme je le disais, qui s'accumulent et qui servent à ça. Mais écoutez, c'est pour moi, le discours, il doit se terminer comme ça. On peut plus, même si on parle assurance 300 000, cybersécurité, on le disait, on se fait voler 1 million. 700 000 dans le trou, tu te fais voler 2 millions. Quand tu as 30 millions dans ton compte, celui qui va rentrer là, à la caisse ou à la banque, il va regarder qu'il y a un compte qui a 50 pièces dedans, l'autre qui a 10 pièces, lui, il a 30 millions. Je pense qu'on va essayer celui-là pour frauder. Alors, écoutez, on est à risque, on est à risque et on est à risque de perdre notre vie complète, professionnelle, personnelle, nommez-les toutes, avec ces catastrophes-là qui sont en stand-by quelque part. Ça va m'arriver quand? Peut-être bientôt, on ne sait pas. C'est un risque qui existe et on ne peut pas continuer à le supporter. Maître Héloïse Thibodeau, je vous demandais, s'il vous plaît, Christine, si vous pouvez baisser la main. Votre main est toujours levée. Christine Briand. Oui. Ce qui est inquiétant aussi avec ça, c'est que ça n'a pas l'air à bouger si vite que ça non plus, là, les instances pour essayer de nous aider à trouver une solution dans ça. Puis le désintéressement à vouloir s'impliquer quand il y a une problématique qui est quand même assez intense aussi, c'est inquiétant pour le futur, là. Très inquiétant. C'est pour ça que je vous dis aussi, il faudrait qu'on dénonce tout ce qui est arrivé. Je suis certaine qu'il y en a plein d'autres. Là, on va laisser la place à Marie. Marie, je pense qu'elle a un cas aussi à nous expliquer quelques conseils par rapport. Il y a un guide de bonnes pratiques qui se prépare, donc des précautions à prendre pour tous. Et il ne faut pas oublier, encore une fois, pour la cyberassurance, ce n'est pas une question de je prends la cyberassurance, je suis protégée d'emblée. Pour être protégé par la cyberassurance, il faut avoir toutes les bonnes pratiques en place. Sinon, on n'est pas sûr non plus. Donc, je laisse la parole. Avait une question, Lorena. Ah oui, Héloïse, oui. J'allais écrire dans le chat. En fait, ça fait déjà 7 ans que j'ai ma police cyberattaque et lorsque Mike Couturier il a subi sa fraude, en fait, j'ai pris contact avec ma police, avec mon assureur. Et puis, à ma grande surprise, je suis assurée seulement pour 100 000 et il couvre uniquement, c'est le maximum, c'est 100 000, puis il ne couvre pas les sous là, du compte en fideicommis. Alors, ceux qui pensent que ça couvre l'argent du compte, non. Ça couvre uniquement les professionnels qui vont être engagés, les outils technologiques qu'on va devoir se racheter. Donc, faites attention, cette perte-là est vraiment subie. Les fonds qui sortent de ton compte, bien, ils sortent de tes poches. Oui. Comme je veux pouvoir essayer de vous en donner le plus possible, puis je vois le temps qui file. Ce que je veux vous mentionner également, donc oui, il y a des fraudes de virement, ça peut se faire de différentes façons, mais notre compte également, donc il y a eu 2 cas rapportés là, de fraude par débit préautorisé dans des comptes en fideicommis. Fait qu'on a également, oui, l'obligation d'aller vérifier notre compte rapidement. Donc, dans le cas que j'avais en tête, là, ça a été réglé, mais sans que nos numéros de compte circulent partout, que ce soit sur le bas d'un chèque. C'est important également donc de le vérifier parce que là, on a eu des fraudeurs qui ont fait un débit préautorisé. C'est un plus petit montant, mais ça a été arrêté.
Mais l'idée, c'est un débit préautorisé de 80 000, là, d'1 million, on peut en faire beaucoup de transactions comme ça, là, de pouvoir aller en passif. Fait que c'est des cas de fraude aussi, sans que ça soit de la fraude du notaire, que ce soit donc qui a cliqué sur un mauvais lien. Donc, c'est beaucoup d'argent, c'est pas la note. C'est important d'être vigilant également puis de consulter. C'est sûr que les fraudeurs sont toujours à l'affût de nouveaux stratagèmes. On est bombardé en ce moment comme notaire de plein de courriels indésirables. Fait que c'est sûr que oui, il faut nous être au courant de savoir donc de quoi ne pas cliquer, quoi faire, mais également former notre personnel pour qu'il soit vigilant. Puis, ce qu'on veut également voir, si on peut, si on ne peut pas repayer une fraude, il faut faire faillite. On arrête, on ne pratique plus, puis on fait faillite. Ça menace, oui, votre domicile avec votre famille, vos avoirs, votre retraite. C'est très sérieux. Fait que oui, on a on peut avoir, l'idée, c'est qu'on sait qu'on a des bonnes pratiques, on fait attention, on n'est pas malveillant avec notre compte. On peut également, moi, ce que je vous demande à tout le monde, c'est d'être critique face à vos pratiques informatiques, d'essayer toujours de vous améliorer. Des fois, on pense comment je pourrais améliorer mon acte, comment je pourrais améliorer ma clause. Mais là, c'est de faire la même chose avec nos procédures en informatique. Ce qu'on vous prépare au niveau du guide, c'est que la Chambre des notaires a, comme sur 4 ou 5 documents, des exigences au niveau de Microsoft, des exigences différentes. On essaie de vous les rescinder ensemble. Moi, j'accroche en ce moment, il y a eu la minute du 16 janvier où que la Chambre, ils ont essayé de, justement, suite au cas que Lorena a discuté, ils ont dit, ah ben, il faut maintenant que les coordonnées de bancaire du vendeur soient données en personne, mais ils ont aussi glissé d'autres obligations que quand nous, on veut donner on veut on veut que le client nous fasse un virement, il faut lui donner en personne nos coordonnées de compte Intrust. C'était, il paraît donc pas leur intention, parce que l'idée, ça a toujours été ce que la Chambre a toujours prêché, c'est de garder nos coordonnées bancaires le plus confidentielles possible, puis sans donner au client, tiens, viens chercher mon compte Intrust, voici les coordonnées, fais ton virement, sans qu'on ait autant de contrôle sur les sommes. Ce qu'on demande avec la PNQ, c'est une correction, puis que ça soit plus adapté. Parce que donc, il semblerait qu'à la Chambre, donc, il y a un message qui dit ben c'était pas exact, c'est les coms qui ont sorti ça, mais ils ne se sont pas encore commis à le corriger. Fait qu'on veut, avant de vous donner la trace de ce qui est une obligation avec la Chambre, ce qui est une recommandation, ou de venir vraiment tracer si nous, on n'en était pas d'accord. On veut juste voir également l'approfondir avec la Chambre des notaires. J'ai un débit très rapide en ce moment, c'est que je suis consciente qu'il y en a qui vont devoir quitter, puis je veux pouvoir vous en donner des petits éléments. Ce qu'on se souvient également, c'est que maintenant, tout courriel qui nous est adressé, que ce soit d'un client, que ce soit par courriel sécurisé, que ce soit du client directement ou d'une adresse très similaire au client, mais la pièce jointe à l'intérieur peut être compromise puis atteinte d'un fichier malveillant. Le fichier malveillant, bien, ça peut être un PDF, on va ouvrir, ça peut être un fichier donc qui va avoir une extension EXE pour un fichier d'exécution. Fait que ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très fancy, juste le fait d'ouvrir le PDF va faire en sorte qu'on va pouvoir infecter notre ordinateur du logiciel malveillant. Puis là, après, ben, s'ensuit toute une saga où ils ont accès à beaucoup de choses. Ils vont pouvoir mettre des logiciels, avoir nos mots de passe, pouvoir faire des virements de fonds pour nous. Donc, c'est important d'avoir une bonne protection. Ce qu'on voit donc également donc, dans les premières protections, ce qui est même demandé par la Chambre des notaires, c'est qu'on ait tous le Microsoft, mais pas les licences de base familiales. Il faut vraiment qu'on ait les licences Microsoft professionnelles, puis qu'on prenne également le Microsoft Defender Premium qui va avec ça. Le Microsoft Defender de base est très ordinaire, n'a pas les mêmes atouts que le Microsoft Defender Premium qu'on peut retrouver avec le professionnel. Fait que ça, c'est quelque chose également qu'on va tous vous recommander. Microsoft Defender Premium, mais ça va être une solution de sécurité là, qui a 3 volets. On a l'antivirus, le pare-feu, mais le Endpoint and Response qui, lui, pensait que c'est votre antivirus, mais vraiment avec des boosters de robots. Il va avoir une analyse beaucoup plus complexe. Il va faire une analyse des comportements de votre logiciel, des comportements des logiciels pour pouvoir dire ça, même si ce n'est pas listé dans une liste de virus, celle-là, ça m'a l'air douteux. Donc, il va pouvoir faire ces blocages-là. Fait que même quand on pense au courriel qu'on reçoit, si je reçois un courriel, bien, puis que j'ai activé mon Microsoft Defender Premium, mais c'est un courriel avec une pièce jointe avec un fichier malveillant, mais il va soit d'emblée empêcher qu'elle rentre dans mon Microsoft, donc elle ne pourra pas rentrer, ou sinon, il pourrait la mettre dans un fichier. S'il n'est pas sûr, il va la mettre dans un fichier quarantaine qui, là, est accessible seulement par l'administrateur. C'est déjà donc une bonne chose. Quand on pense à nos courriels sécurisés, ils sont accessibles normalement à nos pièces qu'une seule fois. Fait que nos pare-feux, nos antivirus, nos protections ne peuvent pas y avoir accès.
Fait que si vous le téléchargez, c'est important, ça serait donc, vous pouvez justement demander à Microsoft Defender de faire une analyse de la pièce. Fait que ça prend littéralement 1 seconde. On fait donc, moi je fais un right-click, on fait right-click plus d'options. C'est chiffré avec Intros. Vous avez donc un petit bouclier bleu. Moi, j'ai cliqué vérifier avec Microsoft Defender. En vous parlant, je l'ai cliqué en même temps. C'est fini. Ça dit aucune menace actuelle. Dernière analyse. L'analyse a duré 1 seconde. Fait que chaque fichier, c'est pas une mauvaise idée de le faire avec tous les fichiers que vous recevez par courriel. Vous les mettez sur votre bureau, vous leur demandez à Defender de l'analyser. Puis surtout quand ça vient d'un courriel sécurisé, parce qu'il y a une fausse prémisse de penser que parce que ça vient d'un courriel sécurisé, c'est 100% de client et c'est 100% sans virus. Les deux sont complètement fausses au niveau de ces prémisses-là, ce qu'on voit également avec le cas d'Isabelle. Donc, passez-le par votre vérificateur avec Defender qui va être capable de vous dire s'il y avait justement donc normalement un logiciel malveillant. On n'a jamais de risque zéro. Hein? Mais l'idée, c'est qu'il faut se donner vraiment les meilleurs outils. Defender va pouvoir, donc, s'il y avait un risque, si on avait, donc, il était teinté, là, si on avait un malware, un logiciel malveillant, Defender ne nous laissera pas l'exécuter. Il va l'enlever. Même chose, normalement, il y aurait, dans une première séquence, comme ça a été préfiltré, ça ne serait pas rentré dans mon courriel. Fait que c'est des outils comme ça qui vont venir nous aider à limiter nos risques pour infecter nos ordinateurs. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Ce qu'on peut faire également, c'est de géobloquer. Au niveau du géoblocage, ça peut être donc de géobloquer les accès à notre Microsoft, à notre portal Office Microsoft, mais ça peut également de géobloquer des courriels qui vont entrer. Et disons que beaucoup de serveurs ukrainiens, Russie, Nouvelle-Corée du Nord, par exemple, pour en nommer quelques-uns, il peut y avoir une quantité importante de serveurs piratés puis qui sont utilisés pour faire de l'envoi de masse au niveau donc pour de fraude, mais on pourrait demander donc justement à notre outil informatique de faire un blocage. Fait que de mon côté, moi, il y a plusieurs zones que je ne reçois pas de courriel. Hein, tant pis, là, si j'ai un client nord-coréen qui veut faire son testament ici, je ne recevrai pas son courriel. Voilà, il y en aura d'autres. Fait qu'on peut, puis mes accès à mon Microsoft Office sont également bloqués. Des gens qui viendraient, par exemple, de Russie, qui sont de leur serveur, donc oui, sans VPN, ne pourront pas avoir accès à mon portal Office. Fait qu'on vient de réduire les zones à risque. C'est sûr qu'on parle également, donc, que c'est de l'envoi de masse de courriels de fraude. Ils ne vont pas les faire avec un VPN. Parce que donc, c'est un envoi de masse, fait que trop lourd pour leur VPN. Fait que là, oui, si on veut être justement pas à risque d'avoir cliqué, si on veut s'enlever un petit, on se dit, on était fatigué, celle-là, on l'a mal vu, mais si on peut au moins l'avoir déjà filtré. Et les chansons que vous avez beaucoup de clients en Russie en ce moment, tu sais. Puis ça se modifie. Rien n'empêche que vous contactez votre service informatique pour lui dire, mais je suis en train de faire un voyage en ce moment en Russie. Débloque les zones de Russie, c'est sûr que j'ai des liens, je vais avoir des activités. Bon, ça se peut que j'aille me connecter. Mais c'est des points également, si on peut se limiter les tentatives de fraude, bien, on est capable de souffler un peu plus, les épaules redescendent, on va un petit peu mieux vivre. L'autre chose également, c'est un gestionnaire de mots de passe. Parce que beaucoup hein, de bureaux de notaire, on va avoir des mots de passe qui vont être sauvegardés, qui vont s'appeler code, mot de passe, MDP. Puis après, ben, quand on a quelqu'un qui est rentré dans notre ordinateur parce qu'on a ouvert un fichier PDF corrompu, qu'on ne l'a pas scanné, bien, dans ce temps-là également, ben, notre fraudeur peut faire une petite recherche, écrire code. Ah, il trouve le fichier, puis accès à tous vos codes, puis dont ça donne aussi en même temps, il y a peut-être la carte de crédit de bureau qui est sauvegardée là-dedans. C'est juste pour que ça aille encore plus mal. Fait que l'idée, c'est qu'en en utilisant un gestionnaire de mots de passe, bien, on a donc quelque chose que ça permet également. Donc, moi, ce que j'ai mes mots de passe. J'ai les mots de passe que je veux partager également avec le personnel de soutien. Fait qu'on a un fichier partagé à travers le gestionnaire de mots de passe. On peut donc les voir. Ça peut faire des rentrées. Les mots de passe peuvent être rentrés sans les faire enregistrer dans le logiciel, dans l'application, disons, dans Desjardins. Il n'est pas rentré, le mot de passe n'est pas enregistré dans Desjardins, mais je le rentre dans mon logiciel de gestionnaire de mots de passe qui, lui, peut faire l'entrée de données, l'entrée du mot de passe, puis une mesure de protection, parce que c'est sûr, quand on se dit se souvenir de moi, inscrire les mots de passe, c'est donc facilitant, mais c'est facilitant aussi pour le fraudeur qui est rentré. Moi, il y a plusieurs mots de passe, gestionnaire de mots de passe. Moi, j'utilise Zoho Vault, fait que Zoho, Z-O-H-O, Vault. Ça va super bien. Il y en a d'autres. C'est également un qui est utilisé là, par mon équipe de... oui, mes recommandations, on va vous les donner. Comme je vous dis, j'essaie juste d'avoir une correction de l'infolette de la Chambre des notaires de la minute du 16 janvier pour qu'on puisse se positionner là, au niveau des comptes en fidéicommis, la communication des renseignements. Mais donc, ça fait partie là, des choses qu'on veut pouvoir tout vous donner.
Mais avec le gestionnaire de mot de passe, ça serait le comble du malheur que quelqu'un soit rentré dans votre ordinateur, qui ouvre le fichier mot de passe puis qui a accès à votre Procardex. Il vend les données, ça vous coûte, disons, 400 $ par client. Ça devient très dispendieux. Hein, puis après, aviser, il faut faire les déclarations comme quoi ça a été fait, comme qu'on a eu une vol de données, on va aviser nos clients. C'est pas une belle situation. On se limite le risque. Fait que le gestionnaire de mot de passe, ça va être quelque chose qui va être super facilitant. Si on pense également on a un collaborateur qui vous envoie des liens Dropbox. Vous faites faire vos recherches de titres, la personne vous envoie un lien Dropbox, mais son courriel pourrait, disons, ne pas être piraté, et son Dropbox pourrait avoir été hacké, puis on vous envoie un faux lien Dropbox avec des fraudes. Fait que là, on vient de compromettre notre ordinateur. On a mis toutes nos belles sécurités en place. On clique sur des Dropbox. Puis après, on pourrait cliqué sur un logiciel malveillant. Fait que c'est sûr que Dropbox, je vous dirais que ça sera à prescrire. On ne va pas demander, envoyer une boîte de dépôt Secure Exchange, envoyer un lien avec Avanci, votre transfert. Le Dropbox, là, même si votre recherchiste, n'importe quoi, ça va être quelque chose qu'on ne va pas vouloir. Mais idéalement, là, vous faites bien ce que vous voulez, mais c'est qu'on augmente notre risque là, justement de fraude par Dropbox. Et ça pourrait être n'importe quel lien. Je pense qu'on avait une question. Mais donc, ça, c'est quelque chose qui est également à voir. Si on en a plusieurs également, maintenant, on fait du partage. Hein, donc, moi, j'ai une télé dans ma salle de conférence. Puis, je partage donc ma surface Microsoft vers la télé. On veut faire attention à quelle application qu'on va utiliser pour faire le partage. On pourrait donc, il y en a qui vont utiliser des applications tierces. Il faut vérifier est-ce qu'il y a de la conservation de données, des droits de regard sur nos documents. L'idée, donc, moi, ce que j'utilise, c'est un câble HDMI. Je le branche. Il n'y a pas personne qui vient regarder mes documents. Il n'y a pas personne. Pensez, là, si c'est une application un petit peu douteuse, on ne sait pas trop, mais c'est bien le fun, c'est bien pratique, hein, ça partage en direct, c'est hot. Mais après cette application-là, on ne sait pas si ça se donne un droit de regard, elle conserve les données. Pensez que Dropbox ne purge pas après 10 ans. On est obligé de le faire par notre ordre, puis notre loi 25 maintenant. Donc, Dropbox ne fonctionne pas, mais après notre application, où on partage tous nos documents puis nos testaments, c'est beaucoup de gens qui, eux, peuvent également avoir des mesures de sécurité douteuses. Fait que l'idée, c'est que si vous êtes un château fort, il faut essayer de ne pas diminuer votre sécurité en prenant d'autres applications pas autant sécurisées. Fait que ça, c'est des choses également à voir. Donc, votre partage de télé, c'est de vérifier là, si la conservation de données, est-ce qu'on a des serveurs au Canada, est-ce qu'ils ont des conservations de données, est-ce qu'ils ont un droit de regard. Fait que ça en fait beaucoup. Moi, j'ai décidé de m'enlever une étape et d'y aller avec la version HDMI au lieu de prendre des sites moins reconnus, des choses comme ça. Jusque-là, ça va? Je défile encore une fois, je m'excuse pour mon débit, mais je vois le temps et j'essaie de vous en donner le plus possible avec le temps que j'ai. Si je vous nomme également le courriel sécurisé, c'est important également quand vous envoyez des projets de ne pas envoyer vos actes par courriel régulier. On le sait tous, il faut sûrement également, on dit, mettez un mot de passe sur votre fichier ou envoyez-le par courriel sécurisé. Mais autant pour le client, pensez que maintenant, au début, on se dit, ça va être public, la vente va être publiée, son testament, il va l'avoir signé, c'est le client, c'est à lui, pourquoi je le protégerais? Pensez que s'il y a un fraudeur, c'est le client qui s'est fait hacker son courriel, puis le fraudeur est en train de regarder, ou que même vous vous êtes fait hacker, et on vient de donner Non, j'ai pas fini. Donc, l'idée, c'est ce fraudeur-là qui soit dans votre boîte ou dans la boîte du client, on vient de lui donner, par exemple, dans le testament, le nom du client, son adresse de domicile, le nom de ses enfants, son époux, son régime matrimonial, le nom de sa mère, pratiquement. Ça fait beaucoup de renseignements. Après le summum, on a fait un leg au chat, puis pas un leg au chat, mais on a demandé que quelqu'un prenne le chat avec son nom. Ça donne beaucoup d'informations. L'information, on l'a vu dans le cas d'Isabelle, c'est le nerf de la guerre, hein, la protection de nos renseignements personnels, puis ceux de nos clients, comme on est mandaté, on est officier public, c'est important qu'on les protège. Donc, on les envoie par courriel sécurisé. Puis les clients sont de plus en plus au fait également qu'il peut y avoir de la fraude. Ils vont apprécier qu'on leur dit, mais je t'envoie un document, je te l'envoie par courriel sécurisé. Une fois que tu l'as complété, retourne-moi-le par courriel sécurisé. Les passeports, on vérifie maintenant dans les transactions immobilières, hein, demandez le passeport, que les gens sont citoyens canadiens, demandez-les qu'ils vous envoient leur passeport par courriel sécurisé s'ils ne veulent pas être trimballés à la journée de l'acte de vente avec eux, et qu'ils vous en envoient une copie par courriel sécurisé. Encore une fois, on fait une vérification avec Microsoft Defender pour voir que c'est un bon fichier. Encore une fois, ça peut être un fraudeur qui envoie un document qui répond avec le lien. C'est important qu'on les vérifie.
Donc, c'est d'être vigilant par rapport à ça. Donc, c'est sûr que la Chambre a quand même mis en place plusieurs recommandations. Fait que c'est sûr qu'on va nommer dans le guide. Ils sont bons, c'est juste que c'est pas nommé, c'est comme enterré dans 4 documents. Puis, c'est à nous d'aller d'aller les déterrer, là, de sortir des oubliettes, puis de dire, ah oui, c'est vrai, c'était une mesure, c'est juste que c'est pas publicisé, c'est pas, on est capable de partir de notre bureau sans avoir tous ces éléments-là mis en place. Fait que c'est sûr que c'est important pour nous, ce qu'on veut faire, c'est de faire votre travail, de tout ramasser ces informations-là ensemble, les vulgariser, puis vous les mettre, vous dire si c'est obligatoire, si c'est pas obligatoire, mais recommander, bien entendu, pour qu'on puisse faire que tout le monde puisse s'entraider à ce niveau-là. Aviez-vous des questions jusqu'à date? Questions, commentaires, autres, quelqu'un qui veut partager quelque chose? Et sinon, merci beaucoup, Marie, Isabelle, pour votre travail, votre coopération. Merci beaucoup à tous les notaires qui ont assisté. Puis, on se revoit bientôt avec d'autres sujets. On fera notre midi bientôt pour vous tenir au Si je courant. me permets Oui. une dernière intervention, pas plus tard qu'hier, Oui. moi, je recevais encore une fois des courriels me demandant de vérifier mon Microsoft 365, mes accès à mon compte Microsoft. C'est encore toute de la fraude. Mais une chose également à voir, c'est que votre compte, pour gérer votre portail Office Microsoft, il ne faut pas que ça soit votre propre compte de notaire, votre propre courriel. Notre courriel est diffusé à droite, à gauche, partout. On va en vouloir un qui est externe, puis d'autant pas plus un qui va être Lorena Lopez notaire. C'est pas la même que votre signature de courriel, pas le même que votre domaine. Prenez-en le général Office, mais comme ça, on a un courriel complètement distinct à l'extérieur de votre organisme qui est le seul qui a les accès. On ne veut pas que le vote soit piraté, puis qu'après, tout le monde a accès à votre portal Office qui contient votre SharePoint, votre OneDrive, avec beaucoup de données. C'est bon? Merci, Maryse. Donc, merci à tous. Bonne journée et on se retrouve bientôt dans un autre midi. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci.